À ma pendaison de crémaillère, mon frère a souri et m'a tendu une part de gâteau. Mange, Serette, on a préparé ça spécialement pour toi. J'ai fait semblant de me baisser pour arranger ma robe. Puis j'ai discrètement échangé mon assiette avec celle de sa femme. Quelques minutes plus tard. Je m'appelle Suzanne Mitchell. J'ai 40 ans, je suis célibataire, et j'ai passé la majeure partie de ma vie à m'occuper des autres, en particulier de mes jeunes frères et sœurs, après le décès prématuré de nos parents. Pendant des années, j'ai travaillé dur, économisé chaque dollar, et j'ai finalement acheté cette maison, mon premier véritable chez moi. Ce soir devait être une célébration, ma pendaison de crémaillère, une occasion de réunir la famille, de rire, de manger, et d'avoir enfin l'impression que les choses étaient normales. Le salon était rempli de bruit, de musique, de bavardage, et de tintements de verre. Mon frère Kevin s'est approché, une assiette à la main, souriant plus largement que d'habitude. Il m'a tendu une part de gâteau et a dit « Mange un peu plus, Serette. Nous avons préparé ça spécialement pour toi. » Ses yeux restaient fixés sur mes mains, surveillant chaque mouvement alors que je tendais le bras vers la fourchette. Quelque chose ne semblait pas normal. Le sourire n'atteignait pas ses yeux. La façon dont il se penchait, attendant. J'avais déjà vu ce regard auparavant, mais jamais tout à fait comme ça. J'ai fait semblant d'ajuster l'ourlet de ma robe, je me suis penché juste assez, et, d'un mouvement fluide, j'ai échangé mon assiette avec celle de Connie, ma belle-sœur, qui était juste à côté de moi. Personne n'a rien remarqué. Pas Kevin, pas les autres. Seule Connie a jeté un coup d'œil pendant une demi-seconde, mais elle n'a rien dit. J'ai pris une petite bouchée de ma nouvelle assiette. Rien, juste du gâteau normal. Quelques minutes plus tard, Connie a pris une bouchée de l'assiette que je lui avais donnée. Ça a commencé doucement. Sa main a fait trembler la fourchette, l'agitant contre l'assiette. Puis, son visage est devenu pâle. Elle a pressé une main sur son estomac, a dégluti difficilement, et a marmonné quelque chose qui est sorti pâteux et brisé. Elle a regardé autour d'elle, confuse, puis s'est lentement affaissée sur la chaise la plus proche, respirant rapidement, les yeux écarquillés comme si elle ne comprenait pas ce qui arrivait à son corps. Kevin s'est figé. La pièce est devenue silencieuse. Les gens se sont précipités pour demander si elle allait bien. Il s'est agenouillé à côté d'elle, la voix tendue, « Connie, Connie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle a essayé de répondre, mais n'a réussi à émettre qu'un son faible et confus. En quelques minutes, il l'aidait à marcher jusqu'à la porte, disant qu'elle avait dû manger quelque chose de mauvais, et qu'ils devaient rentrer chez eux. La fête s'est terminée aussi vite qu'elle avait commencé. Tout le monde est parti en chuchotant avec inquiétude. Je suis resté dans l'encadrement de la porte, regardant leur voiture disparaître au bout de la rue, tenant toujours l'assiette dans ma main. Si vous voulez savoir ce que j'ai découvert lorsque j'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications dès maintenant. Vous ne croirez pas ce qui va suivre. Après que la dernière voiture se soit éloignée et que la rue soit devenue silencieuse, je suis retourné dans la maison et j'ai fermé la porte derrière moi. Le bruit de la fête s'est évanoui si soudainement qu'il a laissé un bourdonnement dans mes oreilles. Je suis allé directement à la cuisine, j'ai posé la pile d'assiettes que j'avais rassemblées, et j'ai commencé à les rincer sous l'eau chaude. Cette routine aidait mes mains à s'occuper, tandis que mon esprit s'emballait. La réaction de Connie ne cessait de repasser en boucle dans ma tête, le tremblement soudain de ses mains, la façon dont elle tenait son estomac, les mots pâteux qui se formaient à peine avant qu'elle ne s'effondre sur une chaise. Ce n'était pas un évanouissement. Ce n'était pas des vomissements dramatiques ou un effondrement total. C'était juste assez pour faire s'arrêter tout le monde, et pour qu'il la fixe. Juste assez pour mettre fin à la soirée plus tôt que prévu. Kevin l'avait immédiatement aidée à se relever, la voix serrée par l'inquiétude, disant qu'elle avait dû manger quelque chose qu'elle ne digérait pas. Personne n'a posé de questions. Pourquoi l'aurait-il fait? J'ai séché un verre et je l'ai placé sur l'égouttoir. Mes pensées ont dérivé vers les mois précédents ce soir. Kevin me posait des questions sur mon médecin plus souvent. Pas des nouvelles décontractées, mais des questions très spécifiques. Est-ce que tu vas faire des bilans réguliers? Est-ce que le médecin a dit quelque chose sur ta tension artérielle ou ton stress? J'avais répondu sans réfléchir que tout allait bien. C'était mon petit frère. Cela ressemblait à de l'attention. Puis, je me suis souvenu d'un après-midi, au printemps dernier. Il était passé seul,
s'était assis à cette même table de cuisine, avait regardé les pièces vides, et avait dit doucement, « Tu vis toute seule comme ça? Si jamais tu es trop fatiguée, je peux t'aider à tout gérer pour toi. Les finances, la paperasse, tout ce dont tu as besoin. Ne t'inquiète pas. » Son ton avait été doux, presque protecteur. Je me souvenais avoir souri et changé de sujet. Cela ressemblait au garçon que j'avais élevé après la mort de nos parents, responsable et attentionné. Mais ce soir, ces mêmes mots semblaient plus lourds. Aider à tout gérer. La phrase restait coincée dans mon esprit. J'ai fini d'essuyer le comptoir et je suis entré dans le petit bureau à côté du salon. Le classeur était contre le mur, inchangé depuis que j'avais commencé à travailler à temps plein à 20 ans. J'ai ouvert le tiroir du bas et j'ai commencé à feuilleter les dossiers. Je me disais que je vérifiais simplement les documents de la maison, quelque chose d'ordinaire pour calmer mes nerfs. J'avais besoin de voir l'acte de propriété, la preuve du remboursement de l'hypothèque, la preuve que cet endroit m'appartenait vraiment. Mes doigts se sont arrêtés sur une chemise fine, sans étiquette, à l'exception de ma propre écriture dans le coin, Kevin POA, procuration. Je l'ai sorti. Le document était daté de 3 ans plus tôt. Une procuration durable. Je me suis souvenu du jour où il l'avait apporté. Il avait dit que la banque recommandait à tout le monde d'en avoir une, juste au cas où. J'avais été épuisé après une longue semaine, je lui faisais entièrement confiance, et j'avais signé là où le post-it l'indiquait. Je n'avais pas lu les petits caractères. Maintenant, je le faisais. Le langage était précis et impitoyable. Si jamais un médecin déclarait que j'étais incapable de gérer mes propres affaires, qu'elles soient médicales ou financières, Kevin obtiendrait un contrôle immédiat et total sur mes comptes bancaires, mes investissements, ma propriété, mes décisions médicales, et même sur mon lieu de vie. Aucune date d'expiration. Aucun deuxième avis requis. Une seule note du médecin suffirait. Ma poitrine s'est serrée. Pas de panique, mais une prise de conscience. J'ai posé le dossier sur le bureau et je me suis assise. La maison était complètement silencieuse, à l'exception du faible tic-tac de l'horloge murale. J'ai repensé aux mains tremblantes de Cognet, aux yeux de Kevin fixés sur mon assiette, à la rapidité avec laquelle il l'avait fait sortir. Il ne s'attendait pas à ce que j'échange les assiettes. C'était clair. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la rue sombre. Demain, j'appellerai Scott Evans, l'avocat qui s'était occupé de l'achat de ma maison. J'avais besoin de vraies réponses, pas de suppositions. Pour la première fois depuis que j'avais acheté cette maison, elle ne ressemblait pas juste à un foyer. Elle ressemblait à quelque chose que je devais protéger. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil traversait les nouvelles fenêtres de la chambre, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Scott Evans. Scott était l'avocat qui avait géré la clôture de la vente lorsque j'avais acheté la maison 6 mois plus tôt. Il était calme, minutieux, et ne me pressait jamais lors des explications. Quand il a répondu, j'ai gardé ma voix stable. « Scott, c'est Suzanne Mitchell. J'ai besoin de vous voir aujourd'hui si possible. J'ai trouvé quelque chose dans mes dossiers hier soir. » Il n'a posé aucune question inutile. « Venez à 10 heures. Je vais libérer l'heure pour vous. » Je suis arrivé en avance. Le bureau sentait légèrement le café et le papier frais. Scott m'a accueilli à la porte, ses cheveux argentés soigneusement peignés, ses lunettes reposant correctement sur son nez. Il m'a conduite dans la salle de conférence et a fermé la porte. J'ai posé le dossier Manny sur la table. C'est une procuration que Kevin m'a fait signer il y a 3 ans. Il a dit que c'était la procédure standard au cas où je serais stressé par le travail. Je ne l'ai pas lu attentivement. Scott a ouvert le dossier et a parcouru les pages lentement. Son expression n'a pas changé, mais j'ai vu une légère contraction autour de ses yeux. Il a ajusté ses lunettes 2 fois. C'est une procuration générale durable, a-t-il finalement dit. Elle donne à Kevin un contrôle immédiat sur vos finances, votre propriété, vos décisions médicales, et même votre lieu de vie, si un médecin détermine que vous manquez de capacité. Il n'y a pas de garde-fou, pas d'approbation du tribunal requise, pas de deuxième avis. Une seule note de médecin l'activerait. J'ai senti l'air quitter la pièce. Je l'ai signé parce que c'est mon frère. Il a dit que c'était pour me protéger. Scott a hoché la tête une fois. Beaucoup de gens signent des documents comme celui-ci en pensant exactement cela. Mais malheureusement, cela ne fournit pas de protection.
Cela fournit du contrôle. Si quelqu'un voulait l'utiliser contre vous, il le pourrait absolument. J'ai fixé la signature sur la dernière page, ma propre écriture légèrement précipitée, légèrement inclinée. Je me suis souvenu du jour où Kevin s'était assis en face de moi à la table de la cuisine, faisant glisser les papiers vers moi avec un sourire rassurant. Signe juste ici, Serette. Ce n'est rien de grand. Maintenant, ce souvenir semblait calculé. Scott a fermé le dossier. Vous sentez-vous incapable de gérer votre propre vie en ce moment? J'ai croisé son regard. J'ai conduit jusqu'ici moi-même. J'ai équilibré mes comptes bancaires hier. J'ai acheté cette maison il y a 6 mois sans l'aide de personne. J'ai 40 ans et je gère mes propres finances depuis que j'ai 20 ans. Un petit sourire a traversé son visage. Alors nous pouvons révoquer cela aujourd'hui. Je vais rédiger la révocation immédiatement. Nous pouvons aussi discuter de la création d'une nouvelle procuration, pour quelqu'un en qui vous avez réellement confiance, ou d'une fiducie entre vifs pour protéger vos actifs à l'avenir. Je n'ai pas hésité. Révoquez-la. Et je veux que Donna soit nommée comme mon successeur s'il m'arrive quoi que ce soit. Pas Kevin. Scott a pris une note. Compris. Nous allons rendre cela spécifique et inattaquable. Nous avons passé les 40 minutes suivantes à revoir chaque ligne. Il les lisait à haute voix, faisait une pause pour mes questions, et me laissait les relire moi-même. Il n'y avait aucune précipitation. Quand j'ai signé la révocation, ma main était stable. Au moment où j'ai quitté le bureau, le soleil était haut. Je me sentais plus légère, mais une réalisation froide restait assise dans ma poitrine. Kevin n'avait pas simplement offert son aide. Il avait construit un moyen de tout prendre s'il décidait un jour que j'étais incapable. J'ai conduit lentement vers la maison, les fenêtres baissées, laissant l'air m'éclaircir les idées. De l'extérieur, la maison semblait la même, calme, solide, mienne. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté assise là un moment. Le dossier reposait sur le siège passager. Je l'ai ramassé, je l'ai apporté à l'intérieur, et je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine. Prochaine étape, la banque. J'avais besoin de voir exactement ce que Kevin avait déjà touché. Quelques jours seulement après avoir rencontré Scott, je suis entré à la banque avec la nouvelle pile de papier dans mon sac. Le hall était calme en ce milieu de matinée. Renée Patel était à son bureau près du fond, la même banquière qui m'avait aidé à ouvrir le compte lorsque j'avais transféré les fonds après la vente de la maison. Elle a levé les yeux à mon approche et a souri professionnellement. Madame Mitchell, ravie de vous voir. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je me suis assise et j'ai placé le document de révocation, ainsi qu'une copie imprimée de l'ancienne procuration, sur le bureau. J'ai besoin d'un examen complet de l'activité de mon compte pour les 3 dernières années, et j'ai besoin d'annuler toutes les autorisations liées à cette procuration. L'expression de Renée est passée de polie à concentrée. Elle a affiché mon compte sur son écran, a tapé rapidement, puis a fait une pause. Ses yeux ont scanné les lignes. Je vois la procuration durable dans le dossier, datant d'il y a 3 ans, accordée à Kevin Mitchell. Elle est toujours active dans notre système. Ce document a été révoqué, ai-je dit. Voici la révocation signée par mon avocat. Effective immédiatement. Elle a pris les papiers, a lu la révocation attentivement, puis a hoché la tête. Compris. Je vais mettre le système à jour tout de suite, mais avant de le faire, laissez-moi sortir l'historique pour que vous puissiez voir ce qui a été traité sous cette autorité. Elle a cliqué à travers plusieurs écrans. J'ai regardé son visage pendant que des chiffres et des dates défilaient. Après 1 minute, elle s'est légèrement reculée. Depuis que la procuration a été accordée, il y a eu des virements automatiques mensuels réguliers vers un compte externe au nom de Kevin Mitchell. Ils sont classés comme soutien familial. Le montant a légèrement varié, mais il s'élève en moyenne à plusieurs milliers de dollars chaque mois. Ma mâchoire s'est serrée. Plusieurs milliers. Oui. Et il y a des retraits ponctuels supplémentaires. Certains étiquetés comme avance de fonds d'urgence, d'autres comme transfert pour des achats, des frais de magasin de meubles, des paiements de cartes de crédit, quelques transferts de consolidation de dettes. Tous autorisés sous la signature de la procuration. J'ai senti une brûlure lente monter dans ma poitrine. Je n'ai jamais approuvé aucun de ces mouvements. Je ne savais même pas qu'ils existaient. Renée a croisé mon regard.
Ils ont été traités comme valides en vertu du document de procuration que nous avions dans nos dossiers. La signature correspondait à celle enregistrée. J'ai pris une lente inspiration. Annuler chaque autorisation liée à Kevin Mitchell. Plus de transferts automatiques. Pas de changement par téléphone ou en ligne. Uniquement une vérification en personne avec moi présente. Elle a hoché la tête sans hésitation. Je peux faire ça immédiatement. Je vais aussi signaler le compte pour une sécurité renforcée, une pièce d'identité avec photo sera requise pour tout changement futur, même avec des tentatives de procuration. Et je vais générer une impression complète du relevé pour les 36 derniers mois afin que vous ayez la documentation. Pendant qu'elle imprimait la pile, j'ai fixé les chiffres sur son écran. Des milliers de dollars. De l'argent que j'avais gagné au cours de décennies de longues heures et d'économies minutieuses. De l'argent que j'avais utilisé pour aider Kevin quand il en avait besoin, réparation de voiture, acompte, prêt à court terme qu'il promettait toujours de rembourser. Je n'avais jamais remis en question les montants parce que je croyais que la famille aidait la famille. Maintenant, je voyais le schéma. L'aide n'était allée que dans un seul sens. René m'a tendu les relevés imprimés dans un dossier. Tout est mis à jour. Personne ne peut accéder à quoi que ce soit ou changer quoi que ce soit sans votre présence directe et votre pièce d'identité. Si vous avez besoin de geler le compte complètement, nous pouvons le faire aussi. Pas encore, ai-je dit. Mais merci, René. Cela m'aide plus que vous ne le pensez. Elle m'a fait un petit signe de tête compréhensif. J'ai déjà vu des situations comme celle-ci. C'est bien que vous l'ayez découvert tôt. J'ai quitté la banque avec le dossier sous le bras. Le soleil était brillant dehors, mais la clarté froide à l'intérieur de moi ne s'était pas estompée. Kevin n'avait pas simplement préparé un filet de sécurité pour moi. Il avait construit un pont vers toutes mes économies. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assise une minute, les clés à la main. Le prochain appel serait pour Donna. Elle devait savoir ce qui se passait, et j'avais besoin de savoir si elle avait vu ou entendu autre chose. Environ 2 semaines après ma visite à la banque, Donna s'est présentée à ma porte avec un regard que je n'avais pas vu sur son visage depuis qu'elle était adolescente. À vif, presque effrayé. J'ai ouvert la porte et je me suis écarté. Donna est entrée sans un mot, portant toujours son manteau, ses mains enfoncées profondément dans ses poches. Elle ne s'est pas assise tout de suite. Elle a fait les 100 pas une fois à travers le salon, puis s'est arrêtée devant la fenêtre, regardant la cour comme si elle essayait de trouver le bon endroit pour commencer. « Serette » a-t-elle finalement dit, la voix basse. Je suis allé voir Kevin et Connie le week-end dernier. Je ne voulais pas y aller, mais je pensais que j'avais besoin d'être sûr. J'avais besoin de savoir si j'imaginais juste des choses. J'ai fait un geste vers le canapé. Donna s'est assise tout au bord, les genoux serrés l'un contre l'autre, son téléphone déjà à la main. « J'ai apporté quelque chose » a-t-elle dit. Je ne voulais pas l'enregistrer. Mais quand je les ai entendus parler dans la cuisine, je ne pouvais pas simplement partir. Elle a déverrouillé l'écran et m'a tendu le téléphone. « Regarde quand tu seras prête. » Mais Serette, je suis désolé de devoir te montrer ça. J'ai pris le téléphone. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de lecture. Pendant un moment, j'ai presque voulu le rendre. Une partie de moi ne voulait pas savoir. Une autre partie de moi savait déjà. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo a commencé en tremblant. Donna avait dû poser le téléphone contre un vase ou quelque chose dans le couloir. La porte de la cuisine était légèrement ouverte, la lumière s'en échappait. Kevin tournait le dos à la caméra, les manches retroussées, appuyé contre le comptoir. Connie se tenait face à lui, les bras croisés, la voix tendue. Kevin, elle a échangé les assiettes. Connie a eu la dose à la place. C'est pour ça qu'elle a été malade juste là, à la fête. Connie, je ne me sens toujours pas bien. Mais ça ne devait pas être moi. La dose était seulement censée la faire paraître instable. Juste assez longtemps pour impliquer les services de protection des adultes. Une mauvaise nuit, une note du médecin, et la procuration s'active. Kevin, nous étions si proches. Mais maintenant, elle commence à remettre les choses en question. Si les services sociaux débarquent maintenant, ils verront qu'elle va bien. Nous avons besoin d'un autre moyen. Quelque chose de plus lent. Elle ne peut pas continuer à vivre seule pour toujours.
Connie, elle fait plus confiance à Donna qu'à nous. Peut-être qu'on peut utiliser ça. Faire en sorte que Donna la convainque de signer quelque chose de nouveau. Kevin, non, Donna est trop loyale. Nous devons être prudents, mais on ne s'arrête pas. La maison, les économies, elles sont à nous. Elle a eu sa part. L'audio s'est coupé alors que des bruits de pas se rapprochaient. La vidéo s'est terminée. J'ai fixé l'image figée, le visage de Kevin saisi au milieu d'une phrase, l'expression de Connie froide et impatiente. Mes mains tremblaient tellement que le téléphone a glissé un peu. Je l'ai posé sur la table basse comme s'il était brûlant. Donna m'observait attentivement. Sœurette, je ne sais pas quoi dire. Je sais juste que je ne pouvais pas les laisser te faire ça. J'ai levé les yeux vers elle, la gorge serrée. Pourquoi as-tu enregistré ça? Parce que je les surveille depuis des mois, a dit Donna. Après la fête, quand Connie est tombée malade si vite, j'ai commencé à remarquer des choses. Kevin posant des questions sur tes rendez-vous chez le médecin. Connie parlant de la maison comme si elle leur appartenait déjà. Je n'arrêtais pas de me dire que j'étais paranoïaque, mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Elle a dégluti. Tu te souviens quand j'étais petite? Tu travaillais 2 emplois pour m'acheter des livres et des vêtements pour que je puisse aller à l'université sans m'inquiéter pour l'argent. Tu dormais sur le canapé pour que je puisse avoir la chambre. Tu ne m'as jamais rien demandé. Tu voulais juste que j'aie une vie meilleure que toi. Sa voix s'est brisée. Kevin est différent. Il a toujours pensé que tu lui devais quelque chose parce que tu es la grande sœur. Parce que tu avais plus. Mais je ne vois pas les choses comme ça. Je vois comment tu as sacrifié ta jeunesse. Je ne peux pas rester là à regarder et le laisser prendre tout ce que tu as travaillé si dur pour construire. J'ai fermé les yeux. Les souvenirs ont afflué. Donna a 10 ans, me serrant dans ses bras après une longue journée de travail, disant « Tu es la meilleure personne que je connaisse ». Kevin a 15 ans, demandant de l'argent pour un nouveau vélo, promettant de le rembourser un jour. Je les avais crus. Maintenant, cette croyance avait disparu. J'ai ouvert les yeux. Merci, Donna, de ne pas avoir détourné le regard. D'avoir choisi de rester avec moi. Elle a tendu la main et a pris la mienne, la serrant fermement. Je n'ai pas choisi. J'ai juste fait ce qui était juste. Tu es ma vraie famille, pas Kevin et Connie. J'ai serré sa main en retour. Le tremblement avait disparu, remplacé par quelque chose de plus vif, la détermination. Je vais envoyer cette vidéo à Scott, ai-je dit. Il saura quoi faire. Et je vais te protéger, toi aussi. Cette maison, les économies. Tu mérites de savoir qu'elles seront en sécurité avec quelqu'un qui les valorise vraiment. Donna a hoché la tête, les larmes aux yeux, mais sans hésitation dans sa voix. Je n'ai besoin de rien. J'ai juste besoin que tu sois en sécurité. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Le téléphone reposait entre nous comme une arme chargée, silencieuse mais prête. Pour la première fois depuis la pendaison de crémaillère, je ne me sentais pas seul dans ce combat. J'avais des preuves. J'avais Donna. Et j'avais la vérité sur qui était vraiment ma famille. Un après-midi de week-end, tard dans la journée, j'ai vu la voiture de Kevin s'arrêter devant ma maison. J'ai regardé depuis la fenêtre du salon alors qu'il se garait de travers, le moteur tournant encore quelques secondes avant de s'éteindre. Connie est sortie la première, claquant la porte passager plus fort que nécessaire. Kevin a suivi, regardant autour de lui comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un les observe. Ils ont remonté l'allée ensemble, leurs visages forcés dans un calme apparent, tandis que leurs épaules restaient raides, chargées d'intention. La sonnette a retenti 2 fois, sèche et impatiente. J'ai attendu quelques secondes, puis j'ai ouvert la porte juste assez large pour me tenir dans l'encadrement. Je ne me suis pas écarté. Je n'ai pas souri. Kevin a parlé le premier, sa voix trop douce. Et Sœurette, on était dans le coin. On s'est dit qu'on passerait voir comment tu allais. Connie a forcé un sourire crispé à côté de lui. Ouais, ça fait un bail. Tu nous as manqué. Je les ai regardés tous les deux. Les mains de Kevin étaient enfoncées dans ses poches, ses épaules tendues comme un fil de fer enroulé. Les yeux de Connie ont balayé l'intérieur de la maison, derrière moi, cherchant peut-être à voir si j'étais seul. Peut-être cherchait-elle un signe de faiblesse. Je vais bien,
ai-je dit d'un ton égal. Mais je ne vous laisse pas entrer. Le sourire de Kevin a vacillé pendant une fraction de seconde. Allez, Serette. On est de la famille. On ne peut pas juste parler? J'ai gardé ma voix calme. J'ai déjà assez parlé. J'ai révoqué la procuration. J'ai annulé chaque transfert et autorisation connectée à toi. Et j'ai la preuve de ce que vous planifiez. Le visage de Cognier a changé instantanément. Ses yeux se sont plissés. Ses lèvres se sont pressées en une ligne fine, ses joues devenant rouges. Preuve. Quelle preuve? Tu inventes des choses. Kevin a fait un demi-pas en avant, ses épaules se soulevant. Écoute, Serette. Quoi que tu penses savoir, c'est un malentendu. On s'inquiétait juste pour toi. Je n'ai pas bougé. La vidéo ne ment pas. J'ai entendu chaque mot. Juste assez longtemps pour impliquer les services de protection des adultes. Elle ne peut pas continuer à vivre seule pour toujours. Vous n'étiez pas inquiet. Vous planifiez de me faire paraître incompétente pour pouvoir tout prendre. La voix de Cognier est montée en flèche, presque un cri. C'est ridicule. Tu ne peux pas juste nous accuser comme ça. Nous sommes ta famille. Tu as toujours agi comme si tu valais mieux que nous. La grande sœur parfaite qui a tout sacrifié. Et maintenant tu nous coupes les vivres après tout ce qu'on a traversé. Ces mots ont piqué, mais pas de la façon dont elle l'entendait. Les années de double quart de travail, les nuits où je me suis privé pour qu'ils puissent avoir plus. Tout cela est remonté. Mais la douleur semblait différente maintenant. Plus vive, plus claire. Aucune culpabilité n'y restait. Seulement de la clarté. Je vous ai donné tout ce que je pouvais, ai-je dit doucement. Et vous l'avez utilisé pour construire un piège. Ça s'arrête aujourd'hui. La mâchoire de Kevin s'est serrée assez fort pour que je voie le muscle tressauter. Il a jeté un coup d'œil à Connie, puis m'a regardé de nouveau, sa voix basse est teintée de menace. Tu es paranoïaque. Tu penses que tu peux juste nous mettre dehors? On va se battre. On dira à tout le monde que tu perds la tête. Personne ne croira une femme solitaire plutôt que son propre frère. Tu vas le regretter. Connie s'est approchée, le visage rouge foncé, son doigt pointé en l'air. Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé. On s'assurera que tout le monde sache à quel point tu es ingrate. Comment tu as abandonné ta famille quand on avait besoin de toi? J'ai croisé leurs yeux s'embroncher. La colère qui émanait d'eux semblait presque physique, mais elle ne m'atteignait plus. Il n'y a plus rien à régler, ai-je dit. Ne revenez plus ici. Connie a ouvert la bouche pour crier autre chose, le visage tordu par la rage, mais Kevin a saisi son bras et l'a tiré en arrière. On y va, a-t-il marmonné entre ses dents serrées. Elle n'écoute pas. Ils se sont tournés et ont descendu l'allée. Connie a regardé en arrière une fois, les yeux brûlants de colère et de quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Kevin n'a pas regardé en arrière du tout. Ses épaules étaient rigides, ses pas lourds d'une défaite qu'il refusait de montrer. J'ai lentement fermé la porte. Le clic de la serrure a sonné de manière définitive, nette et délibérée. Je suis resté dans le couloir, écoutant leur voiture démarrer et s'éloigner. Mon cœur battait la chamade, mais ma respiration restait stable. Pas de larmes, pas de tremblement, juste une certitude tranquille. J'avais dit ce qui devait être dit. J'avais fermé la porte sur eux, littéralement et complètement. Pour la première fois depuis des années, la maison semblait à nouveau sûre. Juste après avoir coupé tous les liens que Kevin avait avec mes comptes, une femme que je ne connaissais pas a frappé à ma porte. C'était un mardi après-midi. La maison était calme, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu une femme dans la trentaine, blazer sombre, porte-bloc à la main, cordon avec un badge de l'État. Professionnel, calme, officiel. J'ai ouvert la porte. Puis-je vous aider? Madame Suzanne Mitchell? Je suis Vicky Gomez des services de protection des adultes. Nous avons reçu un rapport concernant votre bien-être. Puis-je entrer pour une vérification rapide? Je me suis écarté. Bien sûr, veuillez entrer. Elle est entrée, regardant autour d'elle avec une neutralité polie. Je l'ai conduite à la table de la cuisine et lui ai offert du thé. Elle a accepté de la camomille, nature, sans sucre.
J'ai versé 2 tasses et je me suis assise en face d'elle. Vicky a posé son porte-bloc. Je vais être direct. Le signalement provient d'un membre de la famille. Il a soulevé des inquiétudes concernant une négligence de soi, une confusion possible, des difficultés à gérer la vie quotidienne, et des conditions de vie dangereuses. Mon rôle est d'évaluer s'il y a un risque immédiat et si des services de soutien sont nécessaires. J'ai hoché la tête. Je comprends. Posez tout ce que vous avez besoin de demander. Elle a commencé par des questions de routine, comment je passais mes journées, si je prenais des médicaments, comment je gérais les factures et les rendez-vous, à qui je parlais régulièrement, comment je me déplaçais en ville. J'ai répondu à chacune clairement et complètement. Je conduisais moi-même partout. Je payais mes factures à temps, j'équilibrais mes comptes chaque mois. Je faisais du bénévolat à la bibliothèque 2 fois par semaine. Je cuisinais, nettoyais, gérais tout moi-même. Pas de repas manqués, pas de confusion, pas d'isolement. Vicky prenait des notes sans m'interrompre. Après environ 20 minutes, elle s'est légèrement reculée. Tout ce que vous avez décrit correspond à une personne pleinement indépendante et capable, mais le rapport était détaillé. Ils ont mentionné une vulnérabilité financière et un possible déclin cognitif. J'ai tendu la main vers le dossier que j'avais préparé sur le comptoir la veille. J'avais anticipé cela. Voici la documentation qui répond directement au rapport. Elle a pris le dossier et l'a ouvert méthodiquement. Je l'ai regardé scanner les pages. D'abord, la révocation notariée de la procuration, signée et datée quelques jours plus tôt. Ensuite, les relevés bancaires montrant 3 ans de virements automatiques mensuels non autorisés et de retraits ponctuels sous l'autorité de Kevin. Enfin, la clé USB étiquetée Conversation, Kevin et Connie Mitchell. Vicky a branché la clé USB sur sa tablette. Elle a inséré des écouteurs, appuyé sur lecture, et a regardé le court clip en silence. Son expression est restée professionnelle, mais j'ai vu ses sourcils se lever légèrement à mi-chemin. Quand la vidéo s'est terminée, elle a retiré les écouteurs et m'a regardé. C'est une preuve substantielle, a-t-elle dit doucement. Exploitation financière sur une longue période, plus un plan apparent pour saper votre capacité afin de déclencher un contrôle légal. Le moment choisi pour nous faire ce rapport, immédiatement après que vous ayez révoqué l'accès, suggère des représailles. J'ai hoché la tête une fois. Exactement. Vicky a fermé le dossier. J'ai traité de nombreux cas impliquant des conflits familiaux au sujet d'actifs. La plupart n'incluent pas ce niveau de préparation. Vos dossiers financiers sont méticuleux. Vos réponses aujourd'hui sont cohérentes et claires. Il n'y a aucune indication de négligence de soi, de troubles cognitifs, ou de conditions dangereuses. En fait, je dirais que vous gérez exceptionnellement bien compte tenu des circonstances. Elle s'est levée et a rassemblé ses affaires. Je vais classer cette affaire comme non fondée. Je documenterai les préoccupations d'exploitation et référerai l'affaire à l'unité d'enquête appropriée. Si vous subissez d'autres tentatives de contact ou des rapports supplémentaires, appelez-moi directement. Voici ma ligne directe. J'ai pris la carte. Merci, Vicky. J'apprécie que vous vous soyez déplacé personnellement. Elle a fait une pause à la porte. Pour ce que ça vaut, j'ai vu des frères et sœurs adultes essayer de prendre le contrôle de nombreuses fois. Cela réussit rarement lorsque la personne visée est aussi organisée et résolue que vous l'êtes. Continuez à vous protéger, Madame Mitchell. Je l'ai regardé marcher jusqu'à sa voiture et s'éloigner. La rue a retrouvé son calme habituel. Je suis retourné à la cuisine, j'ai ramassé le dossier, et je l'ai remis sur le comptoir. La clé USB était toujours dans mon ordinateur portable. Je l'ai éjectée et rangée avec les autres documents. La dernière tentative de Kevin, appeler une autorité extérieure pour me mettre la pression, avait complètement échoué. Cela n'avait fait que renforcer ma position. Je me suis fait une tasse de thé frais et je me suis assise à la table, regardant la cour. Le soleil était plus bas maintenant, projetant de longues ombres sur la pelouse. Je ne me sentais plus traqué. Je me sentais en sécurité. Le temps a passé et j'ai commencé à voir tout plus clairement que jamais. Quelques semaines après que Vicky ait clos le dossier, je suis retourné au bureau de Scott Evans. Révoquer la procuration avait sécurisé mes comptes, mais je voulais quelque chose d'indestructible. Scott a mis en place une fiducie entre vifs révocable pour moi. J'y ai transféré la maison, mes comptes d'investissement,
et la plupart de mes économies. Donna a été nommée bénéficiaire principale, avec des dispositions claires pour couvrir les impôts fonciers, l'entretien et l'assurance pour les 25 prochaines années. Quand je l'ai annoncé à Donna lors d'un dîner, elle a posé sa fourchette et m'a regardé pendant un long moment. « Serette, je n'ai besoin de rien », a-t-elle dit doucement. « Je veux juste que tu aies la paix. » Je me suis penché au-dessus de la table et j'ai pris sa main. « Je sais. Mais cette maison contient les bons souvenirs, ceux que nous avons créés quand tu étais petite, quand je te lisais des histoires après mes longs quarts de travail. Je veux qu'elle reste avec quelqu'un qui la valorise comme plus que de l'argent. Je veux qu'elle soit à toi. » Les yeux de Donna se sont remplis de larmes, mais elle a souri. « Je promets que je la garderai comme un vrai souvenir, pas comme un actif, mais comme l'endroit où nous étions autrefois une famille. » J'ai signé les dernières pages la semaine suivante. Scott a lu chaque ligne à haute voix, puis m'a regardé signer. Quand l'encre a séché, il a fait glisser le dossier sur le bureau. « Vous avez construit un bouclier autour de votre avenir, » a-t-il dit. Peu de gens le font aussi minutieusement. J'ai quitté son bureau avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les conséquences pour Kevin se sont déroulées régulièrement et sans pitié. Sans les virements mensuels, ses finances se sont effondrées. La maison dans laquelle lui et Connie vivaient, achetée avec mes économies, avait une hypothèque qu'il ne pouvait plus payer. Les avis sont arrivés, puis les lettres de mise en demeure, puis les procédures de saisie. 8 mois plus tard, Connie l'a quitté. Elle a demandé le divorce, citant des différences irréconciliables et une pression financière écrasante. Kevin a déménagé dans un petit appartement loué à la périphérie de la ville. Seul, il a perdu le contrôle de mes actifs. Il a perdu le soutien financier dont il était devenu dépendant. Il a perdu le respect de ceux qui restaient de notre famille. Il a perdu son mariage. Tout cela parce que son avidité l'avait poussé à prendre ce qui n'avait jamais été à lui. Donna a coupé tout contact. Elle a changé son numéro et l'a bloqué sur toutes les plateformes. À la place, elle me rendait visite chaque week-end, apportant des fleurs fraîches pour la table, aidant à tailler le jardin, parlant de son nouveau travail dans la conception graphique. Elle construisait quelque chose de solide, d'indépendant, de stable, de reconnaissant. Elle ne demandait jamais rien. Elle se présentait simplement. Quant à moi, j'ai commencé à vivre. Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle au centre communautaire le jeudi soir. L'instructeur était patient. Les autres élèves étaient gentils et calmes. J'ai peint le vieux chêne de mon jardin, celui qui se dressait là depuis des décennies. Sur la toile, ses branches semblaient plus fortes et plus gracieuses. J'ai augmenté mes heures à la bibliothèque, lisant des livres d'images aux enfants le samedi matin, et aidant aux sessions de bricolage l'après-midi. Je me suis fait des amis qui ne me connaissaient que sous le nom de Suzanne, la femme qui apportait toujours des biscuits supplémentaires à partager. La maison semblait différente maintenant, plus légère, plus chaude. Mienne, d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Un soir, alors que j'étais assise sous le porche avec une tasse de thé, regardant le coucher de soleil transformer le ciel en rose doux et or, j'ai pensé à tout ce chemin parcouru, la fête, l'assiette échangée, la vidéo, la confrontation, la visite des services sociaux, la fiducie. Et Kevin. Je l'avais élevé. Je l'avais aimé comme un fils. Je lui avais donné des chances que je ne m'étais jamais données à moi-même. Et il avait utilisé chacune d'elles pour me prendre quelque chose. Mais son avidité a fait ce que je n'aurais jamais pu prédire. Elle l'a détruit. Il a perdu le contrôle. Il a perdu l'argent dont il dépendait. Il a perdu le respect de ceux qui restaient de notre famille. Il a perdu son mariage. Tout cela parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter de vouloir plus que ce qu'il avait gagné. Je ne ressentais pas de pitié. Je ressentais la paix. J'avais sacrifié ma jeunesse pour élever Kevin et Donna. J'avais travaillé des heures interminables, fait une croix sur mes rêves, et fait passer leur avenir avant le mien. Mais le sacrifice ne signifie pas la reddition. Cela ne signifie pas laisser quelqu'un prendre votre vie simplement parce que vous lui avez un jour donné votre cœur. La vraie famille n'exploite pas. La vraie famille respecte. La vraie famille protège. Je me suis levé et je suis rentré à l'intérieur. La maison était calme, chaude et sûre. J'ai éteint les lumières et je suis allé me coucher. Demain, je me réveillerai, je ferai du café, j'ouvrirai les fenêtres, et je vivrai la journée selon mes propres termes.
Je suis Suzanne Mitchell. J'ai construit cette vie. Je l'ai défendue. Et maintenant, elle m'appartient. La valeur que cette histoire vous apporte, le sacrifice a ses limites. Vous pouvez tout donner à votre famille, mais cela ne leur donne pas le droit de prendre votre vie en retour. Les limites ne sont pas une trahison. Elles sont du respect de soi. L'avidité détruit les avides. Le désir incontrôlé de Kevin lui a tout coûté, pouvoir, argent, réputation et mariage. L'ambition sans intégrité mène à l'autodestruction. La famille est choisie, pas héritée. Le sang ne garantit pas la loyauté. Donna a prouvé que la vraie famille se tient à vos côtés, vous protège, et honore ce que vous avez construit. Protégez-vous tôt. N'attendez pas la trahison pour agir. Documentez tout. Cherchez des conseils juridiques. Révoquez l'accès lorsque la confiance est brisée. Votre paix vaut plus que n'importe quelle relation. La liberté vient de la décision. Couper les liens toxiques n'est pas un échec. C'est une victoire. C'est ainsi que vous récupérez votre vie et faites de la place pour un amour et une croissance authentique. Vivez délibérément. Protégez ce qui compte et ne vous excusez jamais de vous choisir vous-même.